Je redirai tout haut tes bienfaits éternels. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Le vendredi 29 août 2014, tous les acteurs de l'interprofession de l'aviculture du Bénin étaient dans les rues. Une marche de protestation qui les a conduits jusqu'à la direction de l'élevage. Le jeudi 11 septembre 2014, tous les acteurs s'étaient encore une fois donné rendez-vous à la place de l'Étoile Rouge pour marcher jusqu'au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Une revendication majeure justifie ces mouvements à répétition. L'importation des œufs réfrigérés sur autorisation délivrée par la direction de l'élevage, pourtant signataire du mémorandum de 2005 qui interdit formellement cette activité. Après les volailles et parties de volailles importées qui se retrouvent presque sur tous les étals, inonder nos marchés avec des œufs importés finira de sonner le glas de l'aviculture moderne au Bénin. La production d'œufs reste en effet la seule branche qui résistait encore et qui justifie l'existence des fermes avicoles modernes au Bénin. Cette édition spéciale de Paroles aux acteurs a donc pour thème: face à l'importation des volailles et parties de volailles, quelle chance de survie pour la filière avicole au Bénin? Pour en parler, nous avons invité pour vous M. Constant Kenoucon. Il est secrétaire exécutif de l'interprofession de l'aviculture du Bénin, IAB. Bonsoir M. Kenoucon. Bonsoir, cher journaliste. Nous ne pouvons pas démarrer cette émission sans présenter à vous, auditeurs et auditrices, toutes nos excuses pour la situation déplorable qui a empêché la tenue de cette émission samedi dernier. Nous vous présentons également les mêmes excuses pour le retard que nous accusons en ce moment. Vous connaissez le principe de cette émission. Dans 45 minutes environ, plus précisément à 17h15 ou 20, ça dépend, l'antenne sera ouverte pour recevoir vos préoccupations. Pour nous joindre, il suffira d'appeler le 95 28 52 52 ou le 97 38 37 37. Merci à vous qui aviez déjà réagi sur Facebook et par email. Vos préoccupations ont été prises en compte dans la préparation de cette émission. Monsieur Kenoucon, parlez-nous de l'IAB. Pourquoi l'IAB et qu'est-ce qui justifie la création d'une interprofession pour la filière avicole? Merci, cher journaliste. Je commence d'abord par vous remercier de cette opportunité que vous nous offrez à venir parler de la filière avicole sur vos antennes. Et ceci dit, je tiens à faire, avant d'aborder la question qui a été posée, une petite clarification. En fait, je ne suis pas le secrétaire exécutif, mais je suis plutôt le secrétaire général de l'interprofession. C'est compris. Voilà. Secrétaire général. On a un secrétaire permanent qui est en fait le responsable de l'organe qui s'occupe de la gestion au quotidien des affaires courantes de l'interprofession. Maintenant, moi, en tant que secrétaire général, je fais partie de l'organe conseil d'administration. Et voilà un peu. Voilà. Bien. Donc, cette clarification faite, je rentre dans le vif du sujet pour dire que la filière avicole, depuis ces 10 dernières années, avait connu, qu'on le veuille ou non, un boom. Boom qui est arrivé après une série de crises. Et le comble était survenu en 2005. Où les acteurs étaient véritablement confrontés à un problème sérieux de mévente
et puis un problème d'importation des œufs réfrigérés. Et c'est justement en 2005 qu'il y avait eu une entente entre les différents acteurs, et notamment les importateurs et la direction de l'élevage, qui est notre tutelle. Donc, c'est toute une série d'actions de développement de la filière qui avait été amorcée depuis 2005. Et c'est avec l'avènement du programme d'appui au développement de l'agriculture moderne que les acteurs ont commencé véritablement par s'organiser. À commencer d'abord par les agriculteurs eux-mêmes, qui sont en fait au centre du dispositif. Après les agriculteurs, il y a les fabricants d'aliments d'un jour, les médecins vétérinaires, qui sont constitués en prestataires de services vétérinaires. Il y a les importateurs de poussins d'un jour. Bref, l'ensemble de ces associations, c'est eux qui ont été mis ensemble pour donner naissance, pour mettre sur les fonds baptismaux l'interprofession de l'agriculture en 2008. Donc, c'est vu les enjeux et les différents défis à relever pour le développement de la filière qu'en 2008, les acteurs se sont mis ensemble pour créer l'interprofession. Est-ce que les différents acteurs sont organisés en association ou bien chacun est venu individuellement pour former l'interprofession? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Voilà. Donc, comme je le disais, oui. Et l'interprofession, c'est comme la fêtière qui parle au nom de l'ensemble des acteurs de la filière. En tant que tel, l'interprofession n'a pas comme membre en son sein des individus, mais plutôt des associations spécialisées. J'avais dit qu'il y a les agriculteurs, donc c'est l'UNAP Bénin, je veux dire, qui est l'Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin. Il y a l'Association nationale des fabricants d'aliments de bétail, en FAB. Il y a l'Association des prestataires de services d'un jour, des services vétérinaires, je veux dire. Il y a l'Association des importateurs de poussins d'un jour. Et il y a l'Association des importateurs, en gros, de médicaments. Et enfin, il y a l'Association des distributeurs et des distributrices des produits avicoles. Donc, les commerçants, en fait. Les commerçants, en fait, ceux qui distribuent les produits de volaille et les œufs. Quels sont les objectifs qui sont assignés à l'IAB? Oui, comme toute fêtière, l'IAB est un peu comme l'association qui défend les intérêts de tous ces acteurs dont je viens de citer. Absolument, oui. Donc, elle travaille pour le développement global de l'ensemble de la filière. Depuis l'amont, quand je dis amont, c'est la facilitation des matières premières dont les producteurs qui se situent au centre du dispositif ont besoin pour pouvoir produire de la volaille et des œufs à bon marché. Et une fois les capacités renforcées, il faut tout ce qu'il faut pour que les produits soient mis en marché et distribués par des canaux appropriés. Donc, la fêtière organise les différents acteurs, chacun à son niveau, pour qu'ils soient véritablement professionnels dans son métier, et puis en plus, organise les différents produits dégagés comme out ou put à être mis en marché. Donc, il y a des axes de renforcement de capacité, d'appui au renforcement de la production même, et puis d'appui à la mise en marché. Donc, comme toute fêtière, l'IAB travaille sur ces trois pans-là. La mise à disposition des acteurs qui sont au centre pour produire, et aussi la mise en marché, en passant bien sûr par le renforcement de capacité. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, 3 ans après la création, sinon c'est en 2008, vous avez dit. Oui, 2008. Ça fait plus de 5 ans déjà. Tout à fait. Quelque chose de ce genre. Donc, quels sont les acquis de l'IAB aujourd'hui?
Bon. Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif de l'IAB aujourd'hui? D'accord. Je puis vous dire que depuis la création donc, de l'interprofession, d'abord, elle s'est attelée à se formaliser de façon officielle. Oui. Donc, il y a d'abord les différents organes qui sont installés. Oui. On note à ce niveau-là l'Assemblée générale qui est composée de 38 délégués, le conseil d'administration composé de 11 membres, le comité de contrôle, quant à lui, il est composé de 3 membres, et comme je l'avais annoncé, on a un secrétariat permanent qui est géré par un secrétaire permanent. Okay. Comme activité que nous avions menée de façon spécifique, je l'annonçais également, il y a la formalisation de son existence. Donc on a un récépissé qui symbolise, pas symbolise, qui marque notre existence formelle. Oui. Et puis après, beaucoup d'audiences avaient été conduites avec le ministère, et ces audiences ont permis de mettre en place un certain nombre d'acquis pour lesquels, c'est-à-dire au nombre desquels je pourrais citer les acquis, oui. Oui. L'inscription et l'obtention de l'identification fiscale unique, l'IFU, la définition des thèmes de référence et la tenue d'une table ronde des acteurs, et les TDR pour la réalisation d'un plan stratégique de développement de l'interprofession, la participation à des débats qui touchent la vie et le développement donc, du secteur agricole en général, mais de la filière avicole en particulier. Nous avons conduit une campagne de lutte contre le développement d'activités de marché au sein de la filière par les Chinois du centre de promotion de Sémé. Lutte contre ou bien lutte contre. En fait, on a un centre de promotion chinois qui est installé à Sémé. Oui. La vocation de ce centre, c'est de former et de participer au renforcement des capacités des acteurs de la filière. Oui. Mais entre-temps, ils ont exprimé leur désir de commencer par produire. Et quand la Chine se met à produire, vous voyez un peu ce que ça fait. Ça va inonder tous les marchés et ça va tuer. Et ça va être une catastrophe. Bon, ok. Donc, j'avais noté que vous avez mené des activités de formation, vous avez organisé les acteurs pour la mise en marché des différents produits. Vous avez même travaillé sur la production, le volet production des membres. Alors, est-ce qu'il en sort quelque chose de véritablement positif pour l'IAB, qu'on peut mettre à l'actif de l'IAB? Tout à fait. Formation, en termes de formation, est-ce que les membres, quels sont les membres, combien sont formés, quelque chose de ce genre, quoi? Tout à fait. Non. En termes de formation, je pourrais vous dire que il y a eu des acquis énormes. Oui. J'avais cité tout à l'heure le centre de promotion. Oui, bien sûr, de Chinois. Voilà, qui a formé beaucoup d'agriculteurs. Okay. Pour le compte de l'IAB ou bien... C'est pour le compte de l'IAB. C'est pour le compte de l'IAB. Donc vous êtes en partenariat. Exactement. On a conduit tout le processus d'élaboration de notre plan stratégique. Oui. Actuellement, c'est encore en cours. Oui. Et très récemment, l'IAB vient de lancer une étude parce que nous venons en tant qu'acteurs de sortir de 4 mois de crise de mes ventes de nos produits. Donc nous sommes actuellement en cours de réalisation d'une étude de marché pour comprendre un peu les mécanismes de régulation, comment ça se passe, la mise en marché de nos produits, notamment les œufs. Mes ventes de produits avicoles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer encore davantage pour qu'on comprenne? Oui. Est-ce que les consommateurs ont cessé de consommer des habituellement, œufs, ou il y a eu perturbation du marché d'une certaine manière? Perturbation, on ne sait pas le dire. Okay. Mais ce que nous savons, c'est que habituellement, il y a des ralentissements cycliques que nous notons.
par rapport à la distribution de nos produits. Et c'est ainsi que de façon périodique, pour chaque année, les périodes allant par exemple de février à mai, il y a un ralentissement, on note souvent un ralentissement des ventes. Donc c'est pour comprendre que vous avez commandité l'étude. Exactement, mais c'est que le phénomène de ralentissement des ventes que nous avions connu cette année a été un peu exceptionnel. Ah, d'accord. Ça a perduré sur 4 mois au lieu de 2 mois habituellement. Et la façon dont ça a persisté, c'est ça qui a suscité l'attention des responsables de l'IAB et qui ont jugé utile de commanditer cette étude-là pour voir un peu les raisons, les mobiles qui pourraient justifier une telle mévente. Ok. Pause. Tu t'es humilié, tu as montré le chemin. Tu as prouvé que ton amour est sans fin. Tu veux chanter avec nous? Comment ne pas te louer pour ce que tu as fait. Nous sommes en direct de Radio Immaculée Conception d'Alada et le débat en cours c'est face à l'importation des volailles et parties de volailles, quelle chance de survie pour la filière avicole du Bénin. Et notre invité c'est M. Constant Kenoukon, il est secrétaire général de l'interprofession de l'aviculture du Bénin. Dans quelques minutes, nous allons recevoir les auditeurs au 95 28 52 52 ou au 97 38 37 37. Alors, nous allons poursuivre ce débat avec, parlons, M. Kenoukon, de l'aviculture moderne aujourd'hui, maintenant. Alors, cette activité occupe combien de personnes, de Béninois, concrètement? Bien. Et si je dois parler en termes de membres en tant qu'opérateur, oui. Et je puis vous dire, sans trop exagérer, que cette activité occupe des milliers et des milliers d'opérateurs. L'IAB n'a pas de statistiques? Si, nous avons des statistiques. J'en viens. Okay. Je dis bien des milliers et des milliers. Quand nous prenons l'UNAP, qui est une association spécialisée de l'interprofession, l'UNAP, à la date d'aujourd'hui, compte environ 500 membres. 500 membres, ok. Et quand je parle de membres, je voudrais parler de fermes. Et membres ou fermes, oui. Voilà. Et au strict minimum, et quand je prends une ferme qui encadre un effectif de 1000 sujets, le minimum d'ouvriers, c'est-à-dire de personnes qui travaillent à temps plein, personnes impliquées, c'est au moins 2 emplois permanents. Ok. Vous voyez. Donc, maintenant, il y a les plus grands. Parce que l'effectif, la taille moyenne des exploitations avicoles, quand on prend les membres enregistrés au sein de l'UNAP, ça tourne aujourd'hui autour de 5000. Vous comprenez l'effectif que ça draine à ce niveau-là. Okay. Quand on laisse l'UNAP et on vient à l'ANFAB, ceux qui fabriquent les aliments pour nous, c'est des industriels en fait. Et quand on prend l'ensemble de ceux-là et tous ceux qui bossent à plein temps avec eux, là encore c'est des milliers de personnes. Je prends les cabinets vétérinaires, c'est-à-dire l'association des prestataires de services vétérinaires. Je voudrais citer tous les cabinets vétérinaires installés en clientèle privée. Membres de l'interprofession. Quand vous prenez un cabinet, vous voyez,
c'est plusieurs techniciens qui opèrent, c'est beaucoup d'argent, c'est toute une administration qui fonctionne de façon pratique. Donc bref, maintenant, si je vais loin pour aller au niveau un peu de ceux-là qui fournissent les matières premières, je veux parler notamment des producteurs de maïs, des producteurs de soja. Qui sont aussi membres? Ils ne sont pas membres, mais de façon implicite, c'est des gens qui travaillent et qui roulent pour la filière. Vous voyez? Donc, maintenant, si je prends l'association des distributeurs et des distributrices des produits avicoles, ils sont des milliers et des milliers. C'est toutes ces femmes, c'est tous ces hommes qui distribuent les œufs, qui distribuent les produits de volaille. Donc, de nos jours, s'il faudrait qu'on parle en termes de statistiques, de membres, impliqués directement dans la filière, pour ne pas exagérer, c'est des milliers. Quand je dis des milliers, c'est plus de la dizaine de mille. Alors, parlons des exigences en termes d'équipement d'une ferme avicole. De quoi on a besoin pour installer une ferme avicole? On peut aller un peu plus vite pour permettre aux auditeurs dans quelques minutes. Oui, c'est une question un peu trop technique, mais je vais rapidement... Il faut y aller très vite. Voilà. Oui, pour démarrer une ferme, on a besoin d'abord d'un domaine. Un domaine qu'on aménage. Après aménagement, il faut mettre les bâtis. Je veux dire les bâtiments. Et c'est des trucs qui répondent à des normes. On ne construit pas un poulailler comme on construit une lapinière ou comme on construit un bâtiment pour cochons. Quand vous avez les bâtiments, il faut maintenant les équipements qu'il faut pour la volaille. Et ça varie en fonction de l'âge. Il y a des équipements appropriés pour les poussins, des équipements appropriés pour les poulettes et des équipements appropriés pour les poules qui pondent. Je veux citer les pondeuses. Quand vous avez tout ça, il faut maintenant les ressources humaines qui vont faire le travail. Donc, on a besoin des compétences, c'est-à-dire une ressource qualifiée. N'importe qui ne rentre pas en poulailler pour dire qu'il veut travailler comme animalier ou comme ouvrier d'élevage. C'est un métier. Il faut l'apprendre avant de l'exercer. Donc, c'est l'ensemble de tout ça. Et quand vous avez tout ça maintenant, il faut mettre les inputs. Il faut les poussins ou les poulettes. Et il faut garder les poussins en suivant un plan prophylactique très rigoureux. Et c'est quand on respecte tout ça qu'on entre en phase de production des œufs. Oui, à ce propos, comment s'organise le travail dans une ferme agricole? Ça dépend. Mais ce que je connais, c'est que si c'est les poules pondeuses, et même si c'est les poulets de chair, ça s'organise par bande. Et on désigne une équipe qui s'occupe de chacune des bandes. Il y a une équipe par bande, en fait. Et si c'est, par exemple, une bande de 5000 pondeuses, il faut une équipe de 4 ou de 5 personnes. Et il y a un chef. Maintenant, au-dessus de cette équipe, il faut un responsable de production. C'est le responsable de production qui est censé être le technicien maison pour parer à tout ce qui est organisation technique et opérationnelle des activités de la ferme. Maintenant, il faut avoir un œil. Et c'est là où l'association des prestataires de services vétérinaires intervient. On a besoin d'un vétérinaire qui va passer pour inspecter les sujets et les regarder. Donc, de façon globale, si une ferme a une équipe qui travaille, à la tête de laquelle il y a un chef, et puis il y a un technicien maison qui regarde, et au-delà de ça, si il a un vétérinaire, le travail est déjà très bien organisé. Oui, parlons concrètement de ce que l'équipe vont faire. Nettoyage des poulaillers, des équipements. Oui, en fait, c'est le chef d'équipe qui programme les activités. Il y a un planning des activités. Il y a une heure, on doit laver les abreuvoirs. Il y a une heure, il faut faire le service d'aliments. Il y a une heure, il faut servir l'eau. Il y a une heure, il faut aller sortir les œufs. Il y a une heure où il faut. Il faut entretenir les poulaillers, il faut.
Donc, c'est un ensemble de tâches, mais qui est complètement programmé. Et c'est d'abord le responsable qui s'en occupe, avec les ouvriers. Puis vous parlez tantôt de la santé, de l'intervention des docteurs vétérinaires. Oui. Alors, à ce propos, parlons de comment est-ce que s'organise la santé de la volaille. Exact. Est-ce que vous utilisez la méthode préventive ou bien curative? Comment ça se passe? Voilà, merci. En fait, tout se planifie. La gestion d'un élevage se fait par une gestion planifiée. Il y a une prophylaxie sanitaire. Oui. Donc, de façon périodique, il y a des soins qui sont administrés. Par exemple, si c'est des poules qui sont en ponte, je crois que c'est chaque 2 mois ou chaque 45 jours qu'il faut déparasiter. C'est ça. Donc, c'est des sujets qui ont besoin d'être déparasités. Et puis, périodiquement, ce planning est établi et est suivi de façon rigoureuse. Et ça, c'est le travail du médecin vétérinaire. Et également, il y a des préventions qui sont faites. Quand c'est des poussins qui sont arrivés, il y a un programme vaccinal très, très rigoureux. Donc, il y a des maladies virales qu'il faut prévenir et tout ça. Donc, c'est le médecin vétérinaire, c'est son travail. Donc au sein de l'interprofession, on travaille pour que chaque association puisse posséder son métier et l'exercer en toute liberté. Et donc, vous n'allez plus voir aujourd'hui un agriculteur s'essayer à administrer lui-même son vaccin et tout. C'est à ses risques et périls. C'est d'abord le travail du médecin vétérinaire. Et c'est lui qui s'en occupe. Donc, la méthode préventive est de mise. Okay. En aviculture, ça ne trompe pas. Est-ce qu'il est déjà arrivé de faire face à une situation épidémique ou bien je ne sais pas comment vous l'appelez? Oui. Épidémie de... Oui, on avait vécu, je crois, il y a cela 5 ans. Oui. Des cas de maladies, comment ils appellent, virales. Oui. Et ça fait beaucoup de dégâts. À ce titre, mais bon, c'est une défaillance au niveau du vaccin. Parce que le plan... La qualité ou bien... La qualité. Okay. C'est au niveau du vaccin. Vous êtes sûr que ça ne va plus revenir? Non, je pense, avec la veille que nous essayons de faire, ça ne pourra plus... Ça ne pourra plus revenir. Et la façon dont les mesures de biosécurité sont renforcées actuellement sur les fermes, ça va être quand même une exception. Que nous allons vivre ces cas d'épidémie qui déciment des milliers et des milliers. Quand on met ensemble tout ce que vous avez dit, ça veut dire que l'éleveur, il investit une somme pas très négligeable. Ah oui, ça, vous avez vraiment bien compris. Et l'élevage de la poule pondeuse n'est pas une mince affaire. C'est comme un investissement sur le moyen terme. Maintenant, si je dois prendre les investissements relatifs au bâtiment en place, c'est un investissement sur le long terme. Okay. Même quand on prend la poule, avant qu'elle ne devienne poule, elle doit être nourrie pendant 6 mois. Et c'est après 6 mois, donc vous investissez sur le poussin, 6 mois durant, et c'est après 6 mois qu'il devient poulette. Et c'est après qu'il devient poulette que ça commence par pondre, et cette activité de production dure 12 mois. Donc, voilà. Nous sommes en direct de Radio Immaculée Conception. Dalada, et le débat en cours, c'est face à l'importation des volailles et parties de volailles, quelle chance de survie pour la filière agricole du Bénin. Et notre invité, c'est M. Constant Kenoukon. Il est secrétaire général de l'interprofession de l'aviculture du Bénin. Nous allons demander encore quelques minutes aux auditeurs parce que, à cause du retard que nous avions pris à démarrer cette émission. Donc, dans quelques minutes, une dizaine encore, vous pouvez nous appeler au 95 28 52 52 ou au 97 38 37 37. Accordez-nous encore quelques minutes pour qu'on poursuive un peu dans ce débat avant de vous passer l'antenne. Alors, M. Kenoukon, quels sont les produits, qu'est-ce qu'on peut appeler output d'une ferme avicole? Quand on a mis tout ce que nous avions dit là, qu'est-ce que l'aviculteur sort de
de sa ferme et qui devient ce que lui-même il gagne, son produit, quoi. D'accord. Et si c'est une ferme qui produit des œufs, oui, naturellement le produit qui est sorti de la ferme, c'est les œufs. Ce que je voudrais comprendre, avant de vous laisser parler de tout ça là, c'est de savoir si une ferme avicole a vocation de produire des œufs ou bien a vocation de produire de la viande ou bien des deux à la fois. C'est quoi concrètement? Non, quand on parle de l'aviculture, il y a l'œuf. Oui, l'œuf, oui. Il y a la chair. Les la deux viande, à la fois. Oui, les deux. C'est les deux qui forment la filière. Voilà. Voilà. Okay. Maintenant, on peut trouver des fermes qui peuvent produire et des œufs et de la viande de volaille. Je veux parler des poulets de chair. Oui, oui, d'accord. Comme vous pouvez trouver des fermes qui se spécialisent uniquement dans la production des poulets de chair. Mais pour le moment, ce type de production n'est pas très développé pour des problèmes que vous le savez. C'est le problème de poulet morgue que nous avons. Okay. C'est ça qui a plombé et ce type de spéculation. Donc les gens préfèrent produire des œufs aujourd'hui. Carrément. Carrément. La plupart des fermes avicoles au Bénin produisent des œufs. Il y a des dispositions particulières qu'il faut prendre si on veut élever des poulets juste pour produire des œufs, c'est ça? J'avais dit, quand c'est les œufs que vous voulez produire, c'est des poussins qu'on prend et il faut les nourrir pendant 6 mois. Et c'est après 6 mois que la production d'œufs démarre. Et elle dure 1 an, donc 12 mois pratiquement. Donc comme à Output, pour les types de fermes que nous avons au Bénin, il y a principalement les œufs. Et puis enfin les poulets réformés. Bon, il y a un produit résiduel, je veux citer les fientes, qui pourraient être utilisées. Oui, oui, elles sont vendues pour engraisser le sol, pour les jardiniers et autres. Quel est le rythme de sortie des œufs, de ponte en fait? D'accord. C'est un poulet, un œuf par jour ou bien il y a plus? Non. Comment ça se passe? Si je parle sous le contrôle des techniciens, bien sûr, une poule pond un œuf dans les conditions normales chaque 26 heures. 26 heures. 26 heures, ok. Donc c'est un peu plus qu'un jour. Ok. Donc, et c'est d'ailleurs pourquoi le taux de ponte n'est jamais à 100%. Même si toutes les poules qui sont en poulailler pondent, la ponte n'est jamais à 100%. Aujourd'hui, on est à peu près à quel rapport ration alimentaire et œufs? C'est purement technique. C'est trop technique. Oui. Ce que je pourrais dire. Oui. Et la poule qui est en train de pondre consomme entre 110 et 125 grammes de provende par jour. Elle a besoin de cette ration pour pouvoir satisfaire ses besoins d'abord alimentaires et ses besoins pour produire l'œuf. Et donc la poule qui consomme ça doit sortir un œuf. Un œuf par jour. Alors est-ce que disons, passons au deuxième produit, la viande de poulet chair ou poulet réformé, c'est quoi concrètement? Le poulet réformé, c'est la poule qui a déjà fini sa carrière de ponte. De ponte, oui. Donc, après 12 mois de ponte. 12 mois? Oui, 12 mois de ponte. La poule pondeuse, quand elle démarre la ponte, c'est sur 12 mois. Mais quand elle finit la ponte, elle finit par être recyclée. Donc on la réforme, comme on le dit. Et on la vend en fin d'année ou je ne sais pas quand. Si elle arrive au terme de sa carrière, à mi-parcours de l'année, on essaye de la sortir. Et c'est ça qu'on appelle pour réformer. Donc c'est des poules qui ont complètement fini de pondre. 12 mois durant. Maintenant, les poulets de chair, et c'est cette espèce-là qui, comme son nom l'indique, est élevée que pour la chair. Et donc, sa durée de vie est très courte. Oui, quand on démarre ce type de poussin, c'est au maximum 7 à 8 semaines. Elle est déjà... Oui, la viande là est déjà OK pour la consommation. Alors, parlons de... Maintenant, j'avais précisé que ce type
de production n'est pas développé chez nous. À cause des problèmes de poulets importés. Ça veut dire que si est-ce qu'on peut parler en termes de qualité, quelle comparaison vous faites entre les poulets de chair produits ici localement et les poulets morts qui arrivent, produits d'importation, il n'y a pas de comparaison. Non, je ne veux pas parler avec les poulets, je ne veux pas comparer avec les poulets de chair, mais je veux comparer avec les poulets réformés qui sont répandus sur le marché. Ok. Les poulets réformés, poules réformées sont plus dures. La viande est plus dure. Parce que c'est une poule qui a au minimum 18 mois d'âge. Or, 18 mois d'âge, vous êtes d'accord avec moi que cette poule a pris de l'âge. Oui. Par contre, le poulet de chair, c'est 8 semaines maximum. Donc elle est tendre. De l'étape poussin, pour l'abattage, c'est au maximum 8 semaines. Donc sa viande est beaucoup plus tendre. Oui. Et puis la spécificité de cette espèce-là, c'est pour la viande. On produit pas ça pour autre chose. C'est pour sa viande. Donc en termes de qualité, on peut dire que les poulets de chair sont là, avec, ils sont devant. Ils sont devant. Il n'y a pas de comparaison entre la qualité et puis le poulet réformé. Alors, parlez-nous de la rentabilité d'une ferme agricole. Qu'est-ce qui fait la rentabilité? Ou bien, est-ce qu'il y a des critères de rentabilité pour une ferme agricole? Quel peut être l'effectif de la taille de l'élevage pour que une ferme soit rentable, quoi? Il y a de cela 5 ans, 10 ans, quand vous avez déjà un effectif de 1000 pondeuses, vous pouvez déjà arriver à un seuil de rentabilité. C'est ça. Mais de nos jours, vu le renchérissement des coûts des matières premières, et ce seuil de rentabilité a glissé. De 1000, si vous n'avez pas un élevage qui tourne autour de 3000, voire 5000, vous ne pouvez pas dire que vous pouvez en faire vraiment une activité rentable. La rentabilité y est en fonction de l'effectif, mais c'est suffisamment bas pour vraiment répondre aux besoins de son promoteur. C'est la proposition d'œufs qui n'est pas suffisante pour faire tourner l'ensemble de la machine. Oui, en fait, quand vous parlez de rentabilité, moi je vais beaucoup plus au niveau du revenu que l'activité procure au promoteur, donc à celui qui l'exerce. Aujourd'hui, si vous voulez vivre de l'agriculture, et avec un effectif de 1000, vous ne pouvez plus. C'est ça. Entre-temps, la chose avait été possible, mais aujourd'hui, il faut un minimum, un effectif de 3000, voire 5000, si vous avez des ambitions à satisfaire. Avant de poursuivre ce débat, nous allons nous tourner vers la régie pour écouter cette séquence extraite du reportage du jeudi 11 septembre sur la marche de protestation des agriculteurs. Écoutez plutôt.
Donc toutes nos excuses pour cette technique qui n'a pas répondu. Habituellement, Monsieur Kenoukan, nous allons prendre les auditeurs dans une petite minute. Habituellement, les aviculteurs ne parlent pas. Qu'est-ce qui motive les sorties médiatiques de ces derniers temps, Monsieur Kenoukan? Merci, c'est vrai. Les aviculteurs ne parlent pas, mais quand ils se voient piétiner, ils se trouvent dans l'obligation de battre un peu le macadam. C'est vrai. Nous avions eu beaucoup d'actions de manifestations ces derniers jours parce que nous sommes en train de vivre une situation pas normale et qui vient violer en fait toute l'entente qu'il y avait eu entre les acteurs, les importateurs et la direction de l'élevage. C'est ça qui nous fâche et nous voulons nous faire entendre. Et c'est pourquoi nous sommes en train de nous manifester. Je parle de violation d'accord. Oui. Je voudrais parler de ce mémorandum dont on a déjà si tant parlé, oui. Voilà, et qui est en fait le point de départ de tout le bon que la filière a connu aujourd'hui, depuis 2005 à ce jour. Ce mémorandum, c'est une entente qui a permis aux acteurs de s'investir. Beaucoup de bons positifs, beaucoup d'actions de développement ont été entreprises par les acteurs. Et tout ceci avec, bien sûr, l'accompagnement de la direction de l'élevage, qui, en fait, est garante du respect des recommandations qui avaient été prises à la signature de ce mémorandum. Je voudrais ici vous rappeler juste les engagements qui étaient pris par les différentes parties signataires. Les importateurs ont pris l'engagement d'arrêter les importations d'œufs réfrigérés et de se convertir en producteurs d'œufs. Les acteurs, quant à eux, ont pris l'engagement, comme je l'avais dit, de s'investir davantage pour accroître leur capacité de production d'œufs frais de table. Et la direction de l'élevage, tout naturellement, lui, va veiller au maintien et au respect des engagements pris par les différentes parties. Donc, les aviculteurs de leur côté ont joué leur partie. De 500 000 pondeuses en 2005, actuellement, nous sommes à plus d'1 500 000 têtes de poules pondeuses encadrées de nos jours. Les investissements sont allés très loin. Aujourd'hui, on est à plus de 25 milliards de francs qui sont investis dans la filière. C'est énorme. Donc, toute chose de nature à rassurer le consommateur que du potentiel existe aujourd'hui pour produire et nourrir les populations. Okay. Malheureusement, ça a été violé. Ça a été violé, cet accord, et il y a une autorisation qui a été donnée à une société qui a importé les œufs. Et c'est ça qui nous fait marcher. Oui à la production des œufs. Non à l'importation des œufs. Oui à la production des œufs. Non à l'importation des œufs. Oui à la production des œufs. Non à l'importation des œufs. Etemigbe. Asikosi tokudomigbe. Bogbe. Bolegbe Deji. Considérant que c'est dans ce contexte de relance et d'espoir de développement de notre agriculture que, pour des intérêts incompris et inavoués, un importateur co-signataire du mémorandum PDG de la dite société JLR vient de reprendre l'activité d'importation des œufs réfrigérés de l'Europe avec l'autorisation incomprise de la direction de l'élevage.
Kenoucon, le Conseil des ministres a décidé les œufs de la société GLR seront sur le marché. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une catastrophe. Les œufs réfrigérés sont des produits spécifiques. Produits spécifiques parce que ce n'est pas comme des œufs frais de table. Et du coup, ces œufs doivent respecter un certain nombre de conditions spécifiques pour leur distribution et puis pour leur consommation. Et un des points forts qui justifie aujourd'hui les actions que nous menons, c'est le risque que ce produit-là présente aux populations eu égard aux conditions dans lesquelles il est distribué. Un produit spécifique tel que les œufs réfrigérés doit être distribué dans des canaux bien spécifiques. Selon le Conseil pas un des produit... ministres, le produit a été testé et bien de qualité. Le Conseil des ministres a bien pris soin de dire à l'arrivée. Oui. C'est-à-dire à l'arrivée de ces œufs au port, oui. Ils sont prêts, ils sont bons dans des conditions telles que c'est arrivé. Mais au-delà, qu'est-ce que ces produits-là deviennent? Ces œufs-là deviennent quoi? 2 jours, 3 jours, à partir du moment où on rompt la chaîne de froid. C'est là toute la problématique. Et aujourd'hui, nous tirons la sonnette d'alarme pour que les services techniques étatiques se saisissent de ce dossier, pour vérifier. Il faut qu'on se soucie de la santé de nos populations. C'est de ça que nous parlons. Je signale que nous pouvons commencer par recevoir les auditeurs. Donc, ils peuvent nous appeler. Le 95 ne fonctionne pas, c'est le 97 38 37 37 qui marche. Donc, nous sommes à l'écoute. Les auditeurs peuvent déjà intervenir dans ce débat. Nous continuons toujours. Oui. Alors, M. Kenoucon, Oui. en quoi l'importation des œufs heurte-t-elle les intérêts des agriculteurs, concrètement? Je voudrais vous dire qu'en fait, qu'il faut comparer 2 produits comparables. Oui. Si c'est des œufs qui sont arrivés dans des conditions telles qu'ils deviennent des œufs frais de table et non des œufs réfrigérés, en ce moment, on pourrait dire que c'est des produits qui entrent en compétition directe avec les produits avec nos œufs frais produits localement. Or, ici, nous n'avons pas les mêmes produits. Donc, pour nous, il n'y a aucun problème qui se pose. Le problème qui se pose ici, c'est le dumping. Quand vous importez ces genres de produits et que vous les mettez comme ça sur le marché, alors que ça doit répondre à des normes spécifiques par rapport à sa distribution, et que ce n'est pas fait, ça pose un problème là. Maintenant, s'il faut assimiler ce produit qui n'est pas le même que nos produits, et faire croire aux populations que c'est les mêmes produits, franchement, nous, on veut rétablir la vérité et faire attirer l'attention du consommateur sur les spécificités qui existent entre les 2 produits. Donc, en fait, les intérêts, quand on dit intérêts des agriculteurs menacés et tout, nous, on n'est vraiment pas sur ce schéma-là. Sur le vif, le ministre, en vous écoutant, a réagi. Il avait donné quelques orientations. Il avait pris des décisions, en fait. Est-ce que ces décisions-là sont les mêmes que celles qui ont été prises par le Conseil des ministres, ou bien il y a eu différence en temps? Effectivement, quand on avait fait la marche sur le ministère, oui. le ministre de l'Agriculture, en recevant la motion, a réagi. Oui. En nous disant qu'il prendrait les mesures, les dispositions idoines pour que dans les prochains jours, des dispositions soient prises pour que on fait entendre la loi. Maintenant, l'action que nous on a saluée, c'est le comité interministériel qui a suivi la semaine qui est arrivé
pour que un ensemble de membres réfléchissent pour la gestion de la crise. On avait pris part à cette première séance du comité, mais ce qui avait été retenu, c'est que les 2 conteneurs qui ont été dépotés, voilà, on s'en tienne à ces 2. Et qu'on fasse l'analyse ou bien l'évaluation du risque sanitaire que présente le produit une fois qu'il se trouve présent au soleil sur les étalages, avant que les 6 autres conteneurs soient dépotés. Mais grande a été notre surprise que voilà, le Conseil des ministres a pris la décision de dépoter les 6 autres conteneurs. Qu'est-ce que ça cache? Est-ce que la santé des populations ne préoccupe guère au gouvernement? Ça, c'est des questionnements. Alors, l'importation des poulets, c'est ça, des œufs, c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Oui. L'importation des œufs, des poulets précède l'importation des œufs. Ça existe toujours. Alors, ça là ne pose aucun problème pour vous? Ça pose toujours problème. Je vous avais dit que la production du poulet de chair, l'élevage du poulet de chair chez nous n'est pas développé. Et je l'avais dit au départ que c'est à cause de l'importation massive des poulets d'Europe. C'est ça qui a fait que ce type de production, donc de poulet de chair, a reçu un plomb dans l'aile. Il ne peut pas se développer. Et du coup, actuellement, l'interprofession ne se bat pas que pour les œufs. On est en train de développer un plaidoyer et on est en pourparlers avec les 2 gros importateurs de ce type de produits pour que de façon progressive, on arrive à accorder une part à la production locale et de façon progressive à arriver un jour à finir avec. Il y a des pays de la sous-région qui ont réussi à le faire. Est-ce que le Bénin peut se passer de l'importation des œufs, des poulets? Si, c'est une décision politique. Il y a les acteurs qui existent aujourd'hui. Ils sont prêts à mouiller le maillot pour produire suffisamment de poulets de chair pour nourrir les populations. Si la volonté politique accompagne, c'est déjà chose possible. Dans des pays de la sous-région comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, la chose avait été faite. La chose avait été possible. Si des petits pays comme le Burkina, comme les autres de la sous-région ont réussi à le faire, le Bénin aussi peut le faire. Est-ce que vous avez une proposition à faire pour le gouvernement ou pour les opérateurs qui s'investissent dans ce secteur, dans cette activité-là? Vous avez une proposition pour Oui, si j'ai une proposition à faire aux opérateurs, c'est de densifier les investissements. Il y a beaucoup de potentiel pour le développement de cette filière et il y va de la bonne santé économique de notre pays que d'intensifier la production locale que d'amener des produits d'Europe pour inonder le marché local. Maintenant, aux dirigeants, il y a des priorités que eux-mêmes, en tant que gouvernants, avaient définies. Il faut qu'ils soient fidèles à ça. Et qu'on ne fasse pas une politique et en même temps son contraire. Cette autorisation que la direction de l'élevage a donnée est totalement incomprise à ce jour. On ne pourrait pas comprendre. Parce que toutes les actions de développement de cette filière-là entreprise depuis 10 ans, on ne peut pas comprendre que cette même direction passe dans l'ombre pour donner une telle autorisation. Je signale aux auditeurs qu'ils peuvent, que l'antenne est ouverte, ils peuvent toujours nous joindre au 97 38 38 97 38 37 37. Donc nous sommes à l'écoute. En attendant, nous poursuivons ce débat. Alors, Monsieur Kenoukon, Monsieur Adjavon a tenu une conférence de presse. Oui. Il a parlé.
après tous ces sittings, toutes ces marches, M. Adjavon a parlé et il a fustigé l'attitude de l'IAB qui a préféré protester par des marches, des sittings, plutôt que de faire le dialogue, d'engager le dialogue. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Non, du dialogue, il y en avait eu. Avec M. Au moment où la crise était survenue, tout au début, il y avait eu des séances, tout au moins une séance de travail avec la direction de l'élevage, où le représentant de M. Adjavon était arrivé. Donc on avait échangé, sauf que à cette séance, la position de l'IAB était de prendre acte de tout ce qui va être dit et puis de rendre compte à la base. Bon, on avait suivi un peu, mais le dialogue avait continué avec la direction de l'élevage. On avait tenu beaucoup d'instances, beaucoup de réunions, et puis après, d'abord à la direction de l'élevage même, ensuite au ministère, et puis voilà. Sauf que, de façon pratique, ces différentes rencontres qui ont été tenues n'avaient pas apporté la solution. Vous avez vu l'aboutissement ou bien le rebondissement que nous avions eu. L'INAP, l'IAB avait aussi tenu une conférence hier au CODIAM pour essayer d'éclairer un peu l'opinion publique sur la crise, les mobiles de cette crise et les conséquences que cela pourrait avoir sur notre économie. Et du coup, à travers cette conférence de presse, je pense que nous avions donné notre part de vérité. Et nous sommes prêts, on l'avait dit, à un débat contradictoire pour que, l'opinion puisse vraiment situer là où se trouve la vérité. Mais l'opérateur a dit qu'il veut s'investir, s'installer fortement dans la production. C'est ça le vœu de l'IAB ou bien? Exactement, c'est ça notre vœu. Donc, nous avions dit, ne se pose pas bien. Vu la capacité, la force financière de cet opérateur, il va être la bienvenue parce que j'avais dit, il y a un potentiel assez énorme. Par exemple, en matière de production de poulet de chair, il y a un potentiel énorme en matière de production de frais de table. Et il y a des pays de la sous-région qui ont besoin des œufs frais. Je ne parle pas des œufs importés, réfrigérés, non. Des œufs frais. C'est un potentiel qui existe. Donc, et puis c'est la production locale qui développe l'économie. Donc il y a de la place pour cet opérateur. Il y a de la place pour cet opérateur. Alors, on l'avait dit. Alors où se trouve le problème entre l'IAB et cet opérateur vraiment, ce qui est incompris, c'est que nous nous soucions du développement économique de notre pays. Bien sûr. Et à ce titre, le mémorandum qui avait été pris a demandé à cette partie constituée d'importateurs de se convertir en producteurs locaux. Et si ce n'est pas fait, et qu'aujourd'hui, de façon curieuse, on va encore à l'importation, c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Et c'est ça qui nous fait voir une volonté de nuire à un secteur. Parlant de cette crise-là, est-ce qu'on peut la comparer à deux éléphants qui se battent? Ce sont les herbes qui en souffrent, c'est ça? Bon, je pense que les gens ont raison de penser à deux éléphants qui se battent. C'est ça. Mais au sein de l'interprofession, nous ne raisonnons pas de cette façon-là. C'est d'abord les intérêts d'une filière. C'est d'abord les intérêts de développement d'une économie nationale qui nous préoccupe. Mais qu'ils soient deux opérateurs puissants et l'un dans la production, l'autre, je ne sais pas trop, dans la production, peu importe. Nous, on ne regarde pas ça.
Mais l'un était déjà, l'autre veut rentrer dedans. Est-ce que ce n'est pas l'un ne gêne pas l'autre ou bien qu'est-ce qui se passe? Du tout pas. Il y a de la place quand même. Il y a de la place, ça je l'avais dit. Et en tant que fêtière, on ne va pas voir la force d'un opérateur pour dire, bon voilà, il inquiète, il fait ci. Non, 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 non. Il y a de la place. Quand les deux là se mettront ensemble, notre économie sera boostée. À cet effet, comment est-ce que ce projet de grande envergure sera-t-il accueilli par l'IAB? Cet opérateur, bien entendu, avec sa capacité, sa force de frappe financière, quand il va investir ça va faire une nouvelle révolution pour la filière avicole. Et cela va booster Est-ce qu'il sera positivement. Accueilli à bras ouverts ou bien... C'est à bras ouverts. L'association interprofessionnelle, qu'est-ce que je dis? L'interprofession de l'agriculture du Bénin a ouvert ses portes à tout venant qui veut s'investir dans la filière. L'opérateur serait le bienvenu si il rentre en fracas, comme il est dit, dans la filière. Et nous allons travailler ensemble pour le développement de notre économie. Un auditeur en ligne. Allez, auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, je suis très heureux de vous savoir et je m'appelle Paul Vaudounon. Vaudounon, Paul, oui. Allez-y. J'ai suivi votre auditeur. Oui. Et cela m'a fait plaisir. Oui. Il a le souci du développement de la culture et l'agriculture. Oui. Je voudrais lui demander quelle a été son action par rapport à la filière pisciculture. Filière pisciculture. Ensuite, il a parlé dans son intervention du manque de volonté politique. Je voudrais demander, par rapport à la filière coton, à la filière manioc, à la filière véhicules d'occasion, à la filière riz, est-ce que cette volonté politique existe? Nous ne voulons pas que l'on fasse de démagogie. Il faut encourager nos opérateurs économiques à nous aider. Si on me disait que progressivement, il faut une démarche qui pourrait limiter l'importation, je serais d'accord. Mais qu'on dise que le gouvernement a autorisé et M. Adjavon a, je pense, faire passer ces produits alors que c'est un crime. Moi, je dis que alors au niveau des autres filières, c'est un crime. Il ne faut pas que l'on décourage nos opérateurs économiques. Je ne suis pas d'accord avec votre auditeur. Ça, c'est de la démagogie. On nous demande que l'on fasse une démarche progressive pour limiter l'importation. Oui. Je vous remercie. On a noté. Merci beaucoup. Oui. Autre auditeur. Bon, d'accord. On va poursuivre. Donc, Monsieur Kenoukan, on était sur comment est-ce que l'opérateur va être accueilli. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous allons rater un peu, voir la préoccupation de notre auditeur. Mais avant de nous tourner vers l'auditeur, je vais vous demander quelque chose. À l'approche des fêtes de fin d'année, on constate que les aviculteurs sortent leur étal, leur cage, ainsi de suite, et les rues de Cotonou et environ sont inondées. N'y a-t-il pas d'autres moyens de commercialiser les produits avicoles? Si. Et aujourd'hui, l'interprofession est en train de travailler pour organiser la mise en marché des produits avicoles. Et je pense qu'on a conduit le processus avec la direction de l'élevage. Et aujourd'hui, tout ce qui reste, c'est la mise en application de ces accords. Sinon, il y a des arrêtés qui ont été pris pour réglementer un peu la circulation et le voyage des volailles
en fin d'année. Ça veut dire qu'on en trouvera plus sur les on va en dans trouver, le bord des rues. On va en trouver, mais pas dans les conditions dans lesquelles on les trouve aujourd'hui. Okay. Donc, on donne du temps pour que tout ça là devienne vraiment réalité. Alors, qu'est-ce que les aviculteurs peuvent attendre du gouvernement, de l'État, de ci ou de ça pour, disons, améliorer leurs conditions de travail? Vous avez vu, et normalement, et les différents produits, je veux citer les œufs, je veux citer la volaille, les poules réformées, les poules de chair. On doit organiser la mise en marché groupée. Mise en marché groupée. Okay. De ces produits, de sorte que toute la traçabilité qui doit exister en matière de ce type de produit existe, se mette en place. Et du coup, on est en train de monter un projet et qui va réglementer tout ça, qui va permettre véritablement de tracer les différents produits et même, pourquoi pas, mettre en place un gros abattoir qui permettra de travailler la volaille et ne plus assister à cette inondation de nos rues en période de fête par les cages de fortune qui comportent les volailles sur pied. Normalement, la volaille ne doit pas être commercialisée sur pied, mais sous forme abattue, mais gardée dans des conditions de l'art, et puis le consommateur s'en va s'approvisionner. Monsieur Paul Vodounon a dit qu'il manque de volonté politique. Il souhaiterait qu'on limite l'importation. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Bon, je vais commencer d'abord par remercier l'auditeur pour son intervention. Il est le seul d'ailleurs. Mais je dois lui dire, attention, ici on est en train de parler de la filière avicole. Et donc, je ne sais pas lui donner des réponses satisfaisantes sur la pisciculture. Voilà. Toutefois, il a posé une question, il a pris une portion de phrase dans mon développement, manque de volonté politique. Et il me pose la question de savoir, est-ce que dans les filières comme véhicules d'occasion, filière manioc, etc., est-ce qu'on pourrait parler du même manque de volonté politique? Et il va loin en disant que c'est démagogique de penser que on pourrait arrêter l'importation brutale des œufs. Je tiens tout simplement à dire à cet auditeur que depuis 2005, actuellement nous sommes en 2014, donc bientôt 10 ans, que le mémorandum dont nous avons tant cité avait été signé, d'accord parti, il n'y avait plus jamais eu d'importation d'œufs réfrigérés au Bénin. Mais les besoins en couverture d'œufs des populations ont été largement satisfaits. Les Béninois n'ont pas manqué d'œufs. Les Béninois n'ont pas manqué d'œufs. Donc je tiens tout simplement à dire à cet auditeur que ce n'est pas les importations actuelles qui vont faire que les consommateurs vont se nourrir en eau. Bien au contraire. Nous veillons. Et c'est ça notre champ de bataille aujourd'hui. C'est sur un terrain scientifique. Ces œufs réfrigérés qui sont actuellement en circulation sur nos marchés deviennent quoi? 2 jours, 3 jours au soleil sur nos marchés. C'est là la préoccupation. Auditeurs et auditrices, nous sommes au terme de cette émission. En votre nom, je remercie très sincèrement M. Constant Kenoukon et toute son équipe du secrétariat de l'interprofession de l'agriculture du Bénin. Sincère merci à vous tous qui êtes intervenus en direct sur Facebook. Prenez déjà le rendez-vous du samedi 27 septembre pour un autre thème, un autre invité, la même heure et la même fréquence. Ave Maria. Viva